Alors, je vais être un petit peu répétitif, parce qu'il y a des choses qui ont été dites, et je crois que c'est bien de les redire en partie. Tu avances avec la flèche, hein, je pense, tout simplement. Ah, ça a été un peu trop vite. Voilà. Donc, comme Lise l'a dit, on a une révolution vraiment extraordinaire au niveau de l'hépatite C. C'est que maintenant, alors qu'on a ramé, quand vous voyez dans les années précédentes, pour traiter ce genre de maladie, maintenant on a des traitements à prendre par la bouche, sans effet secondaire, 95 à 99% d'efficacité. Donc on a vraiment une révolution majeure en termes de traitement. Et donc effectivement, on peut, comme tu l'as dit, pratiquement traiter tout le monde. Devant évidemment cette révolution, je dirais, médicamenteuse et de la possibilité de traiter l'hépatite C, l'OMS s'est avancé dans un projet donc extraordinaire, c'est-à-dire de pouvoir, en tout cas, pas totalement éradiquer l'hépatite C, mais en tout cas répondre à 3 points, c'est-à-dire une réduction de 90% des nouvelles infections de l'hépatite C, d'obtenir au moins 80% de traitement des patients infectés par le virus de l'hépatite C, et par le biais de ce traitement, de réduire la mortalité liée à l'hépatite C de 65% en réduisant l'incidence de la cirrhose et du cancer du foie, qui est également une complication de cette hépatite C. Donc le projet est évidemment extraordinaire, mais nous sommes, vous le savez, en Belgique. Et c'est là que les choses commencent. Alors, la situation belge, rapidement, c'est basé sur des modèles mathématiques, mais on considère qu'on a probablement encore 18 000 personnes à traiter de l'hépatite C, ce qui représente à peu près 300 décès par an si on ne fait rien. Et je pense que le point le plus important sur cette dia, c'est qu'en 2016, je dis bien 2016, nous sommes en 2022, la Belgique a souscrit aux objectifs de l'OMS pour 2030. Je crois que c'est là le point le plus important de cette dia. Ça veut dire que nous devons, si tout va bien, traiter environ 1200 patients par an pour atteindre ces objectifs. Alors vous allez dire que c'est extraordinaire, on va y arriver sans problème, effectivement, parce que si on regarde nos résultats au niveau national en 2017, 2018 et 2019, vous voyez que dans tous les cas, on a dépassé, enfin sauf peut-être en 2018, on a dépassé finalement ce fameux nombre de patients à traiter par an. Mais ces résultats sont biaisés, en fait. Comme Lise l'a rappelé, on avait des critères de remboursement complètement désuets à l'époque. On ne pouvait pas traiter tous les stades de fibrose. Et donc, à un moment donné, quand les vannes se sont ouvertes et qu'on a pu enfin traiter les patients avec des fibroses inférieures, nous, évidemment, notre liste d'attente était là. Et on a traité à tour de bras tous ces patients qui étaient en attente de traitement. Voilà pourquoi on a ce résultat, évidemment, faramineux en 2019. Mais la situation belge actuellement, c'est que les fameux 1200 patients qu'on doit traiter par an, ce ne sont pas les patients post-transfusionnels, ce ne sont pas les patients qui vont en consultation des pathologies, et ce ne sont pas les patients qui sont conscients de leur pathologie, mais c'est essentiellement une population difficile à traiter. Les 3 groupes auxquels on est vraiment confrontés, notamment dans notre hôpital public à Saint-Pierre, ce sont les patients usagers de drogue, ce sont les patients, comme l'a dit Lise, en prison, et les migrants, donc dépendants notamment de faits d'asile, ou les patients illégaux. Et donc, si on reste dans la situation actuelle avec le système belge tel qu'il est, si on doit répondre aux objectifs de l'OMS, je vais vous donner une petite dia amusante, j'espère qu'elle donnera bien sur ce grand écran. Ça, c'est la situation des pays actuellement dans la réponse de l'OMS. Alors, Pascal Malin, félicitations, parce que la France, dans les objectifs... Ah non, tu diras le contraire, alors d'accord. On n'y est plus, ah merde. Ouais, juste. Les Ukrainiens, voilà. Bon, alors vous ne regardez pas la ligne française, vous regardez la ligne de l'Écosse, la ligne de l'Australie. Et alors, si celui qui voit la ligne de la Belgique, je ne sais pas si vous voyez où on est, ça veut dire qu'on n'aura pas rempli les objectifs probablement avant 2050. C'est pas mal pour un pays qui s'est avancé pour les objectifs de l'OMS en 2016. Donc, vous voyez qu'on est un petit peu nerveux quand même sur la situation. Donc, face à cette situation complètement aberrante, une coalition s'est réunie, donc d'experts, de travailleurs sociaux, d'addictologues, et on s'est mis autour d'une table pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on a comme proposition, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le schmilblick. Et donc, on a édité ce fameux document de vision. Regardez de nouveau la date, octobre 2020, a été publié et distribué à différentes autorités politiques pour établir ce système. Alors, ce document de vision n'était pas simplement un bête document demandant « on veut traiter l'hépatite C, il faut traiter l'hépatite C ». Non, on a proposé des solutions.
Et en plus, ce qui est formidable, voilà, ça reprend un peu, je ne vais pas vous reprendre évidemment tout le document de vision qui faisait à peu près, si je me souviens bien, 35 à 40 pages. Là, je pense que je n'ai pas le temps de le revoir point par point. Mais globalement, on envoyait les points de prévention, vous voyez, le screening, le traitement, le follow-up. Mais surtout, on proposait des solutions pour chaque problème auquel on se présentait et surtout des propositions qui sont budgétairement neutres. C'est-à-dire que ça ne coûte pas 1 euro à nos autorités, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient fédérales. Nous vivons en Belgique, et donc la complexité que nous avons, alors là évidemment je n'ai qu'encore 10 minutes, donc essayer d'expliquer à Pascal Melin la situation belge, je pense qu'il faudrait le week-end, donc je ne vais pas le faire, mais nous sommes confrontés à 9 ministres de la Santé. Chacun ayant un petit bout de lorgnette dans la problématique de l'hépatite C. Alors, globalement, en simplifiant les choses, ce qui concerne le screening, ce qui concerne la prévention, ça touche du régional. Ce qui touche le traitement, ça touche du fédéral. Alors, quand vous devez lancer un projet, notamment le traitement et la prise en charge de l'hépatite C, vous imaginez le petit tour qu'on doit faire et les obtentions budgétaires qu'on doit avoir. On s'est limité, on n'a quand même pas été voir les 9 ministres, vous imaginez bien, c'était un petit peu dur. En plus, c'était dans la période du Covid, donc c'était vraiment pas facile. Donc on a commencé par le régional. Stéphane Bourgeois, mon homologue néerlandophone, a été voir la partie néerlandophone parce que le niveau de mon néerlandais ne me permettait pas de pouvoir voir mes ministres du côté Flandre. Et après le régional, on a réussi à obtenir un entretien avec le cabinet Van den Broek. Et après cet entretien extraordinaire, on a pu avoir une réunion et participer à une réunion interministérielle. Alors là, Stéphane et moi, on était gonflés à bloc. On dit, on va vous présenter tout le document de vision et on va y aller profondément. Alors le problème, ça s'est fait de manière vidéo, puisqu'on était encore dans une situation un petit peu extrême. Alors, aucun ministre n'était là, c'était tous les chefs de cabinet. Alors, vous ne les voyez pas, parce que moi, je voyais que la photo de Stéphane, la mienne, et alors la photo de l'interlocutrice, qui, et ce n'est pas un reproche, parce qu'il y avait une majorité néerlandophone, tout s'est fait en néerlandais. Heureusement que Stéphane était là, parce que ça allait très vite. Alors, j'ai eu 20 minutes pour présenter le document de vision, ce qui s'est très bien fait, et puis on a eu finalement 5 minutes pour poser les points, et les points essentiels qui nous semblaient importants. Heureusement, une idée de Stéphane, on avait fait une petite feuille, un document Word, pour voir quels étaient les points finalement essentiels que l'on réclamait et que l'on devait présenter. Heureusement, ça nous a partiellement sauvés, parce que si on devait présenter les 21 points, c'était foutu. Et donc, on a ressorti 4 priorités essentielles. Le point of care, les modifications des critères de remboursement, comme vous avez parlé, Lise, qui était assez complexe, le problème de la prison et le problème des réfugiés. Alors, on va rapidement revoir les points par point. Le premier problème, évidemment, pour lequel on a tapé sur la table, enfin gentiment, c'était le problème de la démédicalisation des TROD. Donc, les tests rapides, comme Lise l'a expliqué, ne sont pas remboursés d'une part pour l'hépatite C et ne peuvent être réalisés que par des médecins et des infirmiers. Donc, on a clairement demandé que ce soit élargi, d'autant plus que aberration belge, évidemment, on n'en est pas à une aberration près, c'est que c'est tout à fait permis au niveau de l'HIV. Vous pouvez faire des dépistages HIV sans problème et pas en hépatite C. Là, ils se sont quand même rendus compte de la problématique et on avait probablement un espoir que les choses s'améliorent de ce côté-là, mais on n'a pas encore eu le document signé, mais on est en attente. Autre point, évidemment, qu'on a défendu assez rapidement, c'était le problème, comme tu l'as présenté, du outreach, c'est-à-dire qu'il nous fallait des moyens pour sortir de l'hôpital et aller voir les patients à l'extérieur, notamment les financements, notamment pour les projets comme les Perbedis, etc. Mais ça se fera plutôt au niveau régional, ce qui nous a répondu et c'est logique. La prescription par le médecin généraliste, puisque, comme Lise l'a expliqué, c'est toujours uniquement un hépatologue qui peut le faire. Et alors, l'autre problème essentiel, c'était les médicaments qui sont en officine hospitalière et non pas en officine publique. Sans ça, vous ne savez pas faire de l'outreach dans de bonnes conditions. Là, la réponse a été clairement... Ça va être difficile et ça ne sera pas évidemment dans l'immédiat, on peut le comprendre. Ça touche quand même une situation très sensible et on n'était pas demandeur non plus d'avoir une formation du jour au lendemain la prescription médecin généraliste. Il fallait évidemment une formation, de l'information et former les personnes qui étaient surtout motivées également de le faire. Mais là, ils sont au courant, c'est sur la table, mais ce n'est pas clairement en train d'évoluer. Concernant les critères de remboursement, là également, aberration donc au niveau belge, c'est que nous avons la possibilité de traiter les hépatites C chroniques. On peut traiter tout le monde, mais non pas
tout le monde. Les hépatites C aiguës ne peuvent pas être traitées, ça ne rentre pas dans les critères de remboursement. Donc ça touche les patients usagers de drogue qui se réinfectent, ça touche les MSM qui ont des rapports à risque et donc qui se réinfectent quand même assez fréquemment, et on doit attendre 6 mois avant de pouvoir traiter ces patients, puisque la chronicité, par définition, c'est 6 mois. Il est clair qu'on ne le fait pas. Après 3 mois, on essaye de les traiter le plus rapidement possible, mais on risque d'être punissable vis-à-vis de l'INAMI et de rembourser les traitements. Au prix des médicaments, je pense que je peux revendre ma maison si je suis contrôlé. Mais voilà le genre de problème auquel on est confronté. Là, ils en sont conscients, et là, l'INAMI va se pencher sur la question. Donc là, on avait une réponse plutôt positive, mais de nouveau, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Alors, l'approbation du CEFET, ça, c'est assez difficile, parce qu'on doit le faire, comme Lise l'a expliqué, en parallèle avec les laboratoires, mais surtout à la commission des médicaments, en fait, qui réunissent des spécialistes de tous bords, notamment pharmaco. Et là, on a besoin d'une littérature quand même assez abondante, qu'on est en train de relire, on attend également que la société CEFET Genexpert nous les donne pour pouvoir faire un dossier bien mené et le proposer à l'INAMI pour les remboursements. Au niveau de la prison, je pense que je ne vais pas trop insister, tu as suffisamment insisté sur le problème. Là, il y a de l'avancée, mais l'avancée, je dirais, par l'administration pénitentiaire et surtout par le boulot que vous avez fait en les stimulant de ce côté-là. Mais le gros problème, c'était le transfert de compétences. C'est dans l'idée, c'est sur papier. Donc, il y a clairement un projet de transférer la prise en charge des patients en prison par le ministère de la Santé, mais on nous a répondu clairement pas avant 3 ans. Assez sensationnel, puisque le dossier KCE sur les prisons, qui expliquait vraiment la problématique de la prise en charge des patients, des patients en prison, datait de 2017. J'adore l'histoire, c'est pour ça que je vous donne des dates de manière précise, mais c'est aberrant, quoi. C'est vraiment au niveau du timing. Alors enfin, un peu de positif quand même. Soyons stimulants. Donc on avance quand même sur le TROD. C'est au niveau des demandeurs d'asile. Alors là, on n'a pas été voir vraiment les autorités de fait d'asile. Je crois que Stéphane a vu une personne dans ce cadre-là, mais on a surtout, je crois que c'était une bonne idée, avoir une réunion avec les médecins de première ligne, c'est-à-dire les médecins qui reçoivent les patients demandeurs d'asile et qui finalement décident de traiter ou pas ce type de patient. Et donc, on a eu une discussion très claire qu'on est évidemment tout à fait opposé à cette idée de ne traiter que les patients avec une fibrose F3, F4, de dire aussi qu'il était quand même utile de leur part d'avoir une base de données pour savoir exactement combien de patients sont réellement hépatite C positive. Ils ne le savent pas, donc ils ne savent même pas combien de patients sont susceptibles d'être traités. Donc, ils refuseraient des traitements pour des causes budgétaires, mais ils ne savent pas clairement quel budget ça représentait. Alors, on a eu un petit débriefing de cette réunion qui était quand même globalement positive. Alors, quels sont les points positifs qu'on peut retirer de ce débriefing? Je vous rassure, c'est la dernière dia. C'est que FEDASIL va prendre contact avec le cabinet Van den Broek pour avoir des remboursements en fait, de leurs médicaments dans les mêmes conditions que l'INAMI. Parce que, de nouveau, aberration belge, FEDASIL paye le prix plein pour pouvoir traiter un patient auprès des firmes pharmaceutiques. Ce qui, évidemment, au niveau budgétaire, pose un problème vu le coût de ces médicaments. Donc, un projet de rencontrer le cabinet Van den Broek pour les prix négociés et surtout également d'avoir finalement la même approche au niveau thérapeutique pour les patients donc demandeurs d'asile que les patients qui sont illégaux. Parce que de nouveau, l'aberration chez nous, c'est que si vous avez un patient illégal qui se présente à l'hôpital, soit avec une aide médicale urgente ou éventuellement avec de l'aide du CPS, vous pouvez le traiter. Parce qu'il y a une mutuelle, je vous dis toujours Mediprima, qui peut prendre en charge des patients en aide médicale urgente ou dépendants du CPS, et ces patients-là, vous pouvez les traiter. Donc des patients qui ne passent pas par la filière légale peuvent finalement être traités, alors que le patient qui va à FEDASIL, qui demande clairement de manière administrative de pouvoir être en Belgique, devra attendre. L'attente moyenne dans un centre, j'allais dire de détention, mais dans un centre de FEDASIL est de l'ordre de 1 an. Donc vous imaginez, ces patients, on les dépiste pour l'hépatite C et on ne leur donne pas de traitement et puis ils attendent 1 an comme ça sans savoir s'ils vont avoir un traitement alors que ce traitement dure 8 à 12 semaines. Donc c'est le point évidemment que FEDASIL a accepté au niveau des médecins de FEDASIL, c'est que la durée de traitement n'est pas un argument pour un refus de prise en charge puisque le séjour en accueil est de l'ordre de 12 mois comme je vous le disais. Ils ont accepté la tournure qu'on avait proposée, c'est-à-dire que le traitement de l'hépatite C est reconnu comme un moyen de prévention et non plus un simple traitement. Et donc, ça touche de plein fouet FEDASIL, puisqu'ils sont dans des centres où ils sont regroupés, avec un risque de contamination et de réservoir. Donc, ils ont quand même bien réalisé ce point de vue-là. Aussi, avec nous, puisqu'ils sont médecins, donc ils doivent
pour nous, on pense aller jouer le même combat et clairement d'aller ensemble avec les médecins de fait d'asile, et c'est ce qui va se faire, c'est de mettre le politique devant ses engagements, puisque c'est depuis 2016 que les politiques s'engagent pour pouvoir traiter les patients. Et ce n'est pas le cas donc pour l'instant. Donc pouvoir avoir accès au budget INAMI pour fait d'asile également. Et alors en ce qui concerne la limitation F3, F4, on a bien avancé aussi. Enfin, c'est de nouveau, c'est de l'oral, c'est de l'accord, c'est une note de résumé de la réunion. Est-ce que ça va être accordé? Mais je pense qu'il y a une prise de conscience et ils ont accepté le fait qui a été présenté par le CIRE, c'est qu'il y a une loi belge qui stipule bien que tout patient rentrant dans la légalité, c'est-à-dire demandeur d'asile, doit pouvoir bénéficier du traitement comme tout citoyen belge et donc doit bénéficier des critères de remboursement pour l'hépatite C. Ça, ils ont dû évidemment à contourner le problème. Donc on espère pouvoir avancer sur le plan de fait d'asile avec cette réunion que l'on a eue. On en aura d'autres, j'espère, puisque pour l'instant, il est clair que le problème est loin d'être résolu et que nous sommes encore en travail et prêt à notre clavier, l'ordinateur, pour envoyer des mails s'il n'y a pas de réponse. C'est la seule voie que l'on a, mais on ne va pas comment dire, je ne trouve plus le mot, c'est pas grave. On ne va pas s'empêcher de le faire, en tout cas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà.